Merci de votre attention. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition. Retour en Côte d'Ivoire cet après-midi du président de leur Assemblée nationale. Guillaume Soro a signé un accord de coopération parlementaire avec son homologue sénégalais Moustapha Niasse. L'axe Dakar-Abidjan est au beau fixe. Journée mondiale du don de sang célébrée aujourd'hui. Donner de son sang permet de sauver des vies. Au Sénégal, peu de gens le font, peu de gens connaissent leur groupe sanguin. Les banques de sang sont souvent vides et le ramadan approche. À suivre la chronique de Oumar Diaw. Les bénévoles du droit, elles, ne se font pas prier. Allez à la boutique du droit à la Médina. Les juristes sénégalaises offrent conseils et assistance juridique aux populations démunies et sauvent bien des personnes du couperet de dames justice. La Côte d'Ivoire et le Sénégal préoccupés au plus haut point par la situation au Mali et la sécurité dans la région ouest africaine. Ce fut entre autres l'objet de débats entre les présidents des assemblées nationales de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Moustapha Niasse et Guillaume Soro ont signé un accord cadre de coopération parlementaire. Au terme d'une visite officielle de 4 jours à Dakar, Guillaume Soro a rejoint Abidjan cet après-midi. Faisons le point avec notre reporter Abibou Mbaye. Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la coopération parlementaire est désormais paraphée sous forme d'accord cadre. La convention est signée. Elle comporte des points essentiels qui mettent en avant les intérêts des pays de la sous-région ouest-africaine dans sa quête de sécurité, avec une attention particulière à la situation au Nord Mali. Nos deux parlements sont bien entendu intéressés de voir une évolution sécuritaire positive dans ce pays, ont encouragé les chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO à accompagner le peuple malien à des élections libres, régulières et transparentes. Sur les questions de la sécurité dans la sous-région, nous avons évidemment souhaité que nos pays puissent assumer toute la responsabilité de la protection des personnes et des biens dans les différents États. Les deux délégations ont rendu public les quelques aspects saillants de ce nouvel accord cadre pour la bonne marche de leurs institutions respectives. Le protocole de coopération interparlementaire entre les assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Sénégal a pour objectif de promouvoir des politiques visant d'abord à élaborer des stratégies appropriées sur les meilleures façons d'organiser et de faire fonctionner un Parlement, à faire des études et produire des documents d'expertise dans divers domaines comme base d'échange entre les députés et hauts fonctionnaires des deux assemblées, à organiser des séminaires et des stages au profit des parlementaires et fonctionnaires. Le sens politique et le contenu historique qu'il convient de conférer au déroulement de la visite au Sénégal de son Excellence Soro Kibafori Guillaume résulte sans aucun doute de la nature des relations qu'entretiennent leurs excellences les présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal. L'excellence de ces rapports se traduit par une concertation permanente qui porte sur les politiques de développement, la coopération sous-régionale, les mécanismes de mise en œuvre des programmes de retour à la paix dans les zones de conflit sur le continent et dans l'espace privilégié de la politique internationale. Ainsi, les deux parlements semblent prendre en compte l'ampleur de leurs responsabilités respectives à veiller à la paix dans la sous-région, la consolidation de la démocratie. C'est en cela que les peuples qu'ils représentent se rendront compte de l'efficacité de leurs actions. Que voulons-nous après 2015? N'allez pas chercher loin, la réponse est confinée dans l'agenda post-2015. Ce document analyse les résultats obtenus dans le cadre des OMD et définit les mesures à prendre pour assurer l'émergence économique. On peut aussi lire dans cet agenda post-2015 la nécessité pour le Sénégal de s'adapter à la réduction de l'aide publique au développement, nous dit Ndeye Aïda Dia.
D'après cet agenda post-2015, l'aide publique au développement devrait considérablement baisser, alors que les objectifs du millénaire pour le développement ne seront probablement pas atteints en 2015. De plus, les résultats enregistrés dans la lutte contre la pauvreté ne sont pas des meilleurs. Le Sénégal doit donc anticiper en s'ouvrant aux investissements des pays émergents, mais il faudra surtout compter sur nos propres ressources. Nos ressources intérieures, il faut qu'on voit comment les développer et comme on l'a dit, le secteur privé national, il faudrait qu'il y ait des leviers de développement qui sont au niveau interne, donc il faut qu'on puisse compter d'abord sur nos propres forces avant de compter tout le temps sur l'aide au développement. Il est aussi question d'orienter les transferts des migrants vers des créneaux de développement. Ces quelques recommandations sont confinées dans ce rapport qui donne les aspirations des Sénégalais au-delà de 2015. Elle vise, d'autre part, cette initiative, à amplifier la voix des plus pauvres de nos vaillantes populations, qui doivent rester et qui sont, sans aucun doute, nos cibles prioritaires en matière de santé, d'éducation, d'amélioration du cadre de vie, de lutte contre les inondations, de création d'emplois, etc. Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas, pour garantir le succès de l'agenda post-2015, s'assurer d'un certain nombre de prérequis que sont la nécessité de maintenir les efforts du gouvernement et de préserver et de persévérer dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'urgence de créer une économie compétitive, créatrice d'emplois décents. Cette initiative est lancée au niveau mondial. Il s'agit d'ouvrir de larges concertations inclusives pour définir le cadre de développement après 2015. Délai fixé pour l'attente des OMD. Dans tout l'espace CEDEAO, il y aura bientôt un système de paiement électronique transfrontalier. Cela faciliterait les échanges des flux financiers initiés par la Banque mondiale. Ce projet est en phase terminale. Plusieurs experts financiers, dont ceux de Jim UEMOA, sont à Dakar. Le point avec Fanta Badji. L'idée a germé depuis quelques mois. Il s'agit de la mise en place d'un système de paiement transfrontalier dans la zone CEDEAO. Ce projet vise à doter la zone d'une plateforme intégrée permettant à tout citoyen de pouvoir faire des transactions, soit par carte, Internet. L'interconnexion monétique entre les pays de la CEDEAO permettra de garantir l'acceptabilité des moyens de paiement électronique émis par l'ensemble des institutions agréées et leurs échanges dans les meilleures conditions de rapidité, de sécurité et de coût. Ce projet de paiement électronique à l'échelle CEDEAO est en phase de finalisation. Ces experts en banque et finance sont justement ici pour s'accorder sur les derniers détails du processus. L'objectif consistera, dans une première phase, à assurer la mise en œuvre technique et opérationnelle. Et dans une seconde phase, à habiller du socle juridique et réglementaire nécessaire pour sa pérennité. La mise en place de ce système permettra à la CEDEAO d'être conforme aux normes et standards internationaux financiers. L'initiative de la Banque mondiale, appuyée par les banques centrales et les centres monétiques de l'UEMOA, du Ghana et du Nigeria. Un nombre relativement considérable de pays de l'Afrique de l'Ouest sont encore en arrière par rapport à d'autres pays du monde en ce qui concerne les questions relatives au paiement transfrontalier. Cette conférence pourrait être l'occasion pour les parties prenantes, notamment les spécialistes sur les questions de commerce et de système de paiement, d'examiner les politiques et autres contraintes, notamment techniques, commerciales et réglementaires, qui s'imposent dans notre contexte ouest-africain. Ainsi, l'opérationnalisation de ce système de paiement transfrontalier dépend fortement de ce qui va sortir des assises de Dakar. Allons à présent dans la communauté rurale de Fandène, dans la région de Thiès. Sur place, comme c'est le cas présentement dans le reste du Sénégal, se mènent des enquêtes sur la sécurité alimentaire. Enquêtes qui évaluent la situation nutritionnelle des enfants de 0 à 59 mois. Les femmes en âge de procréer sont aussi concernées. C'est d'une Alunfal. Ce matin, Joseph reçoit des visiteurs particuliers, des enquêteurs. Ils sillonnent actuellement les 45 départements du Sénégal. Objectif, recueillir des données et évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer.
La famille de Joseph fait partie d'un échantillon de 9000 ménages ciblés dans le cadre de ces enquêtes. De l'enquête qui est de deux volets, volet nutrition et puis volet sécurité alimentaire. Peser les enfants, de toiser et puis de prendre leur périmètre brachial tout en se basant sur un tableau OMS qui est norme internationale, ISO. Donc là, à partir de ce tableau, on peut bien savoir si l'enfant est mal nourri, si l'enfant encourt une malnutrition, ou bien si l'enfant est bien nourri, bien portant. On pose à la famille aussi des questions, comme étant donné sur les IRA et sur les diarrhées. Pour faciliter le travail des enquêteurs, l'appui des autorités locales est sollicité. Ici, rencontre avec le président du conseil rural et les notables de Fandem. Les populations sont invitées à coopérer et à donner des informations fiables aux enquêteurs. Le gouvernement aura à sa disposition des informations fiables pour mieux connaître les besoins, mieux identifier les besoins, prioriser et aussi effectuer un meilleur ciblage des interventions. Le secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire est chargé de la réalisation de l'enquête. Le gouvernement du Sénégal, la FAO, l'OMS, le PAM et l'UNICEF ont financé le projet. Sur le terrain, ils constatent le déroulement des enquêtes. L'information va nous aider pour cibler bien nos actions, pour harmoniser bien nos actions, pour voir aussi les liens entre la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, tous ces aspects-là, pour nous rendre plus efficaces dans nos actions dans le futur. Enquêteurs, contrôleurs et superviseurs vont visiter les 14 régions. Le travail débuté le 8 juin devra durer 3 jours. Beaucoup d'attentes sur ce fameux et inattendu programme de bourse de sécurité familiale. La première phase concerne 50 000 ménages. Chaque foyer aura une bourse de 25 000 francs CFA par trimestre. Et rassurez-vous, ce programme ne sera pas du tout politisé, prévient le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le point avec Aboubakry Kane. Le transfert monétaire est un des instruments de politique de protection sociale les plus efficaces. Il favorise entre autres l'amélioration de la productivité des ménages et la réduction des inégalités. Le programme national de bourse de sécurité familiale vient ainsi contribuer aux efforts de lutte contre la vulnérabilité des ménages. Ce premier CRD a permis une large concertation, notamment sur la méthodologie. La bourse de sécurité familiale, disons que c'est un filet monétaire ou bien un transfert monétaire destiné à soulager les ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté et disons même dans la vulnérabilité. Aujourd'hui, nous sommes venus partager avec l'ensemble des parties prenantes au niveau décentralisé pour discuter un petit peu donc, et échanger sur la méthodologie par rapport au ciblage, donc sur le process qui sera quand même décliné au niveau jusqu'au niveau local avec l'ensemble des préfets, des sous-préfets et des élus locaux, des ONG et des organisations professionnelles. Dans une phase pilote, 50 000 ménages devraient ainsi bénéficier de cette bourse de 25 000 francs par trimestre. En 2014, une phase de généralisation va concerner 250 000 ménages selon un ciblage géographique et communautaire et des critères d'éligibilité. Ce, à travers une démarche participative de mise en œuvre de la politique de protection sociale et de solidarité nationale en toute transparence. L'idée de faire revenir cette bourse et maintenant en l'assortissant d'autres conditionnalités me semble être une idée extrêmement généreuse du président de la République. Nous avons également dit que le niveau régional n'est pas un niveau de mise en œuvre. Ce n'est même pas un niveau de choix des familles. Dans le choix donc, des ménages, la responsabilité est laissée au niveau décentralisé, c'est-à-dire au niveau des sous-préfets. C'est un choix qui se fera au niveau local, qui ne peut en aucune façon être politisé. Le programme de bourse de sécurité familiale est une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté. À court terme, il devrait favoriser l'amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables et le renforcement de leurs capacités. À long terme,
leur autonomisation. Équité dans le partage, gage d'une stabilité sociale. Aboubakry Kane, le 2 juillet prochain plutôt, sur l'ensemble du territoire national se dérouleront les épreuves du baccalauréat. À Tambacounda, il faudra faire face à la surveillance et à la sécurisation des centres d'examen. À cet effet, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Tambacounda, de notre correspondante permanente à Tambacounda, Tchorodja. Après les anticipés de philosophie, l'heure est au dernier réglage pour un bon déroulement des examens de fin d'année. À Tambacounda, un comité régional de développement a été tenu. Au centre des débats, la question de la surveillance, la sécurisation des centres d'examen et l'acheminement des épreuves et copies. Pour le problème des clôtures des lycées, il est évident que d'ici les examens, ce ne sera pas fait, ça c'est sûr. Nous, ce que nous faisons, c'est rendre compte des situations qui existent. Simplement pour dire que c'est des situations connues de tout le monde. Par rapport aux examens quand même, nous prenons la précaution suivante. Pendant toute la durée des examens, les forces de l'ordre sont sur les, n'est-ce pas, dans les principaux, dans tous les centres. Pour éviter des perturbations du côté du corps professoral, le gouverneur invite les enseignants au dialogue et à la négociation. Nous fondons en tout cas beaucoup d'espoir pour que les uns et les autres fassent preuve de dépassement pour ne pas sacrifier la scolarité de nos enfants. Pour assurer aux élèves des conditions de travail adéquates, des commissions d'examen ont été mises en place. Elles ont pour mission de garantir aux apprenants qu'ils vont se déplacer dans des zones rurales des conditions d'hébergement et de restauration dignes de ce nom. Nous sommes donc à 3 semaines du baccalauréat général et à 72 heures du bac technique. Face à la presse, le directeur de l'office du bac a fait le point sur l'organisation des examens. Beaucoup d'innovations cette année sont annoncées. Oreïtiam nous fait le compte rendu de la rencontre. C'est la dernière ligne droite dans l'organisation du bac 2013. Après les anticipés et à quelques jours du bac technique, le directeur de l'office du bac décline sa feuille de route. Une feuille de route faite d'innovation cette année. D'abord, les épreuves de philosophie des académies de Thiès et Dakar seront corrigées en même temps que les anticipés de Dakar afin de gagner du temps. Autre innovation également, les correcteurs seront convoqués la veille afin de pouvoir participer à la concertation préalable. Grande innovation de taille, cette année, le bac arabe sera organisé pour la première fois en session unique au mois d'octobre. Et pour les mesures dissuasives pour éviter tout cas de fraude, beaucoup de mesures ont été prises. Ces mesures tournent essentiellement autour du renforcement de la surveillance dans les salles d'examen. 2 à 3 surveillances sont prévues par salle, ainsi que les forces de l'ordre dans les différents centres. Les téléphones portables seront également interdits et les corrigés des épreuves seront mis en ligne pour harmoniser les corrections. Le directeur de l'office du bac, Babou Djaham, a également souligné que le matériel a déjà été acheminé sur place. Les 107 761 candidats au baccalauréat cette année ont déjà reçu leur convocation. Et pour le bac technique de ce lundi, les avances des professeurs ont déjà été libérées. Ainsi donc, le directeur de l'office du bac invite enseignants et candidats à travailler en harmonie avec eux dans un bel esprit pour la réussite de l'organisation du bac 2013 au Sénégal. Depuis les événements du 11 septembre, l'aviation civile a renforcé sa sécurité un peu partout dans le monde. L'Afrique n'est pas en reste. Avec le soutien de la France, en partenariat bien sûr avec la SECNA, 5 pays africains viennent d'achever une formation de pointe. Les techniques et négociations aux prises d'otages. Lamine Touré a assisté à la fin des travaux. La France et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar en SECNA ont mis la main à la pâte pour prévenir les actes terroristes dans l'aviation civile. Ils sont venus du Mali, de la Mauritanie, du Cap-Vert et des Comores pour se former aux techniques de négociation aux prises d'otages. Ce programme d'assistance à la sûreté de l'aviation civile en Afrique vise non seulement à renforcer les capacités de nos États à prévenir les actes illicites dirigés contre l'aviation civile, mais aussi à parfaire leurs aptitudes à riposter efficacement en cas d'attaque suivie de prise d'otages. Cette session de formation, la première du genre dans l'espace aérien de la SECNA, s'est déroulée dans un contexte sous-régional marqué par
à la recrudescence de l'action terroriste. Aux premières loges d'une telle initiative, la France, à travers les raids, une unité spéciale de la police française. La France, en accord avec l'OACI et en accord avec ses partenaires africains, a décidé de soutenir la sûreté de l'aviation civile en Afrique. Et dans le prolongement de cette coopération, un certain nombre d'initiatives ont été prises au cours des dernières années, de nouveau marquées bien sûr par les attentats de septembre 2001. Cette formation nous a vraiment ouvert les yeux, ça nous a comblés. Et là maintenant, nous sommes en disposition de faire face à toute éventualité. Face à la menace persistante de l'ennemi numéro 1 mondial, le terrorisme, les États sont convaincus de l'urgence de coopérer avec tous les acteurs. Qui dit gestion de crise pense à la négociation d'otages. En effet, les négociations avec les preneurs d'otages sont sans aucun doute les techniques les plus hasardeuses, celles qui présentent les enjeux les plus lourds dans une gestion de crise. D'autres sessions de formation à la négociation aux prises d'otages sont prévues pour le reste des États membres de la SEGNA. Les participants à cette première école ont reçu des diplômes des mains des responsables de l'aviation civile et des autorités politiques du Sénégal. Femmes qui accouchent, accidentées de la route, hémophiles, ils sont nombreux les malades que seule la transfusion permet de sauver. Or, pour transfuser, il faut avoir du sang. Celui-ci est obtenu de donneurs bénévoles dont le nombre est limité dans notre pays. Donner de son sang permet tout simplement de sauver des vies. C'est le thème de la Journée mondiale du don de sang, célébrée chaque année le 14 juin. Une humanité de sang mêlé, telle est la chronique de Omar Diawa. Donner de son sang pour sauver des vies. Cet énoncé qui sonne comme une ritournelle est une évidence. Pourtant, c'est le thème choisi pour la journée 2013. C'est que sans doute, l'acte n'est pas encore compris de tous. Et puisque la répétition a des vertus pédagogiques, il est bon d'insister sur l'impérieuse nécessité de disposer de produits sanguins indispensables aux besoins vitaux d'une population de malades sans cesse croissante. Car, en dépit des progrès de la science, il est toujours impossible de fabriquer ce liquide physiologique nourricier qui nous coule dans les vaisseaux. Or, il y a bien des situations pathologiques devant lesquelles la transfusion reste l'unique recours. En chirurgie générale, en obstétrique, chez les accidentés, les sujets âgés, les malades sous chimio ou les hémophiles, les prescriptions sont multiples. Où trouver alors les volumes nécessaires de produits, sang, plasma et plaquettes. D'ailleurs, les produits sanguins ne se conservent pas indéfiniment. Tout au plus peut-on garder les globules rouges sur environ une quarantaine de jours, moins d'une semaine pour les plaquettes. La célébration du don coïncide avec celle des donneurs bénévoles, acteurs majeurs d'une chaîne de solidarité humaine. La journée rappelle au grand public la valeur éthique de l'acte salvateur. Lorsqu'un malade risque sa vie faute de sang, on fait appel à des membres compatibles de sa famille. C'est le don de compensation, différent du don rémunéré, que l'on observe dans certains pays comme les États-Unis. Si ces dernières années, la sécurité transfusionnelle a fait de grands pas avec la systématisation du dépistage du VIH et des hépatites B et C, il reste de gros efforts à faire pour en arriver à l'accès universel. Donner un peu de soi à l'autre fait de cet autre, un peu soi-même, une belle expression de notre humanité, de s'en mêler. Donner de son sang pour sauver une vie, le Centre national de transfusion sanguine. Chers téléspectateurs, ce centre, il est tout juste là, à côté de l'université Cheikh Anta Diop. Attention, les femmes de la police sont dans la rue, mais n'ayez crainte. Le temps d'une randonnée pédestre, elles lancent tout simplement l'offensive contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Prévoyantes, consciencieuses et citoyennes, elles organisent aussi une soirée pour lever des fonds. Aïda Mamadou Diop. Le dépistage, un geste qui sauve, c'est sans doute ce qu'a compris l'Association des femmes de la police nationale. Dans le cadre de la sensibilisation sur le cancer du col et du sein, l'association compte mener des actions pour mieux véhiculer le message. Le thème qu'elles ont choisi cette année, le cancer du col de l'utérus. Autour de ce thème, elles ont choisi deux activités. Une randonnée pédestre qui va inclure toutes les personnes du ministère de l'Intérieur, aussi bien civils que policiers, leurs sœurs d'armes. Le cancer du sein, de même que celui du col de l'utérus, touche une cible très vulnérable, la femme.
Il faut donc détecter ces pathologies très tôt. Ainsi, pour éviter les dégâts, la pratique du dépistage s'avère nécessaire. Le cancer du sein et du col de l'utérus, c'est des cancers mortels, surtout dans nos pays en voie de développement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la pratique du dépistage n'est pas systématique dans nos régions. Quand vous prenez un exemple, on donne sur 10 femmes, il y en a 8 qui guérissent, en fait, qui survivent du cancer du sein dans les pays développés, alors que chez nous, il y en a 9 qui vont mourir et il y en a une seule qui va survivre. Créée en 2009, l'association est ouverte à toutes les femmes de la police nationale. Elle s'illustre à chaque fois en faisant des dons aux populations nécessiteuses. Je vous invite à présent à aller dans une boutique pas comme les autres, une boutique du droit. Comme annoncé dans les titres, c'est un véritable centre de conseil et d'assistance judiciaire au profit des populations démunies. Depuis sa création, 3722 justiciables ont bénéficié de conseils juridiques gratuits. C'est de la sorte que l'association des juristes sénégalaises forme les populations et sauve bien des gens. Reportage sur place, René-Léon Fonseca. Cette femme voilée à 35 ans, nous l'appellerons Mamie. Son concubin l'a abandonnée aujourd'hui. Elle se retrouve seule avec ses 2 enfants sans pension alimentaire. C'est elle qui assure la totalité de leurs charges. Elle compte poursuivre son compagne pour requête aux charges du ménage. Ce matin, elle est venue demander conseil à assistant juridique. Mon compagnon refuse de prendre en charge ses 2 enfants. Il ne paye plus leur scolarité. D'ailleurs, l'un est gravement malade et l'autre a été renvoyé de son école. Je ne sais plus à quelle fin me vouer. Comme Mamie, ils sont une dizaine à venir chaque semaine ici, à la boutique du droit de la Médina. Le centre a ouvert ses portes en 2008 et depuis, plus de 3000 justiciables ont bénéficié de consultations juridiques gratuites. Parmi ces 3722, nous avons l'écrasante majorité relève du droit de la famille. Par exemple, tout ce qui est divorce ou contribution aux charges du ménage ou succession. En dehors des cas qui relèvent du droit de la famille, nous recevons également beaucoup de cas qui relèvent du droit pénal. Du droit pénal, c'est-à-dire tout ce qui est violence relative à la pédophilie, aux actes d'abus sexuels ou surtout au viol, des cas minutieusement traités. De plus en plus, il faut dire que nous recevons énormément de cas qui relèvent du viol. Par exemple, nous avons pu recenser, depuis la création de la boutique, 105 cas de viol. Donc, quand les personnes viennent, ils nous exposent leurs problèmes, nous les écoutons et nous leur donnons les conseils juridiques qu'il faut. Et si le dossier nécessite un accompagnement judiciaire auprès des tribunaux, nous assistons dans les différents actes introductifs d'instance, tels que les requêtes, les plaintes, mais nous les accompagnons également tout au long de la procédure. Derrière ce projet, l'association des juristes sénégalaises. Sa vision est claire, assister et conseiller les populations démunies. Quand ce sont des personnes particulièrement vulnérables et qui ont été victimes de violences basées sur le genre, donc agressions sexuelles, où elles ont été abandonnées par leur mari, violences économiques, là nous les prenons en charge totalement. Nous les emmenons au CEGID pour la prise en charge psychologique. Nous les emmenons à l'ASBEF pour les soins médicaux et le certificat médical. Et enfin, nous nous chargeons du suivi juridique. Un suivi juridique et beaucoup de conseils. Pour le cas de Mamie, elle devra d'abord apporter les extraits de naissance des enfants et puis viendra le reste. Nous, on va faire une requête pour appeler une requête aux demandes d'entretien d'enfants qu'on va adresser au juge qui va vous entendre, vous et le père des enfants. Un premier pas engagé dans une bataille qui n'est pas gagnée d'avance. Mais pas question de baisser les bras. La réciprocité des visas avec les pays qui l'exigent aux ressortissants sénégalais entre en vigueur ce 1er juillet. Mais la mesure ne s'appliquera pas durant la présente saison touristique, ne s'appliquera qu'aux touristes arrivant au Sénégal via les tours opérateurs. C'est le ministre du Tourisme qui l'a annoncé aujourd'hui au terme d'une réunion avec le Premier ministre, le ministre du Budget et les services chargés de la délivrance des visas. Voici Youssou Ndour au micro de Mindour. Le ministère du Tourisme a fait une proposition en disant que aujourd'hui les tours opérateurs ont fait des réservations, ont donné des réservations à des
touristes qui sont surpris par cette décision. Donc après la discussion, nous sommes parvenus à un accord en disant que l'État du Sénégal va exonérer pour les touristes de cette saison le visa. Donc comment ça va se passer? Donc les tours opérateurs vont contacter le ministère du Tourisme et des Loisirs. Donc une fois que les listes sont validées, donc les touristes peuvent venir sans visa. Et ceci est pour vraiment la période de la saison touristique. Et nous voulons donner cette information-là parce qu'il y a eu beaucoup de questions posées et donc c'est une grande décision du gouvernement. Et je tiens à remercier le chef de l'État, le Premier ministre, ainsi que des collègues ministres qui ont vraiment participé à ce plaidoyer. La réciprocité est une décision qui appartient à l'État. Donc on ne revient pas sur la décision. On essaie vraiment de comprendre le message envoyé par les tours opérateurs en disant que les réservations ont été faites. Maintenant, cette saison, on va couvrir comme cela. Les discussions vont continuer. On verra exactement. Il y a beaucoup de pays limitrophes, je ne veux pas les citer, qui exigent le visa depuis quand même quelques années. Donc le Sénégal a tardé à appliquer cette mesure et nous sommes venus donc solidairement, le gouvernement a appliqué cette mesure. Donc on ne peut pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, l'État, vous avez vu que lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a demandé qu'on fasse un plan d'urgence pour la relance du tourisme. Donc ce qui nous permettrait quoi? De voir l'effet des visas, d'accompagner les acteurs, d'essayer aussi de relancer le tourisme parce que le tourisme a besoin de beaucoup de moyens. Il faut souligner que depuis notre arrivée, c'est vrai que nous avons fait beaucoup de travail technique, nous n'avons pas disposé de moyens pour faire la promotion de la destination Sénégal. Tout cela va commencer en même temps et je pense qu'on peut atténuer quand même la difficulté qui peut impacter dans l'économie. Sur ce plateau, justement, le ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous venons de suivre cet élément sur le ministre du Tourisme, Youssou Ndour. Vous avez participé avec le Premier ministre aux travaux. Pourquoi l'application de cette mesure? Pourquoi une telle réciprocité? Merci. Je pense que le ministre du Tourisme, M. Youssou Ndour, a effectivement donc décrit disons, toute la procédure qui nous a conduit à ça. Nous avons constaté qu'au moment de la mise en application de cette disposition, notamment pour compter du 1er juillet de cette année, il y a eu déjà des contrats qui ont été noués entre les tours opérateurs et justement certains touristes qui souhaitent venir au Sénégal. Là, c'est des contrats qui ont été noués avant l'application de cette disposition. Ça veut dire tout simplement que ces touristes-là seront amenés à augmenter donc leur mise pour pouvoir justement répondre favorablement à cette obligation. Ce qui se passe là, c'est une chose, soit ils diront que moi je ne peux pas mettre quelque chose en plus de ce que déjà donné, ce qui justifie notre relation contractuelle, et du coup, ce sont les tours opérateurs eux-mêmes qui seraient obligés donc de payer le visa en lieu et plat de ces touristes-là. Surtout que le Sénégal n'est pas à de grandes concurrences au niveau de grandes concurrentes dans le domaine du tourisme avec des pays tels la Tunisie, le Maroc et autres. Oui, on imagine ça, on en est conscient. C'est pourquoi il a été tout de suite rappelé que le président de la République nous a instruit justement très rapidement en tout cas de travailler à booster le tourisme au Sénégal. Donc pour en revenir donc à ce débat de tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que nous avons estimé que ces tours opérateurs qui ont déjà des contrats qui sont antérieurs à la mise en application de cette mesure pourraient justement être dispensés du paiement de visa pour cette année, donc pour cette saison touristique. Cette mesure va-t-elle desservir le budget, les caisses de l'État, ou va-t-elle à la longue permettre de renflouer les caisses de l'État? Je pense qu'objectivement, ça ne peut pas desservir en fait le budget. C'est un effort effectivement que l'on va faire, ça c'est clair. Bon, mais il y a aussi quand même que nous avons une politique qu'il faudra mener et bien mener. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, donc ces touristes qui viendront via les tours opérateurs, pour exclusivement cette saison 2013-2014, ne paieront pas ces visas-là. Pour tous les autres touristes qui ne sont pas dans les tours opérateurs,
Et les autres, justement, donc, qui souhaiteraient venir au Sénégal, donc ils seront astreints à la formateur du visa. L'autre actualité, vous le savez, c'est l'actualité bien sûr dans la presse. Aujourd'hui, il se pose un débat assez intéressant sur la fiscalité des entreprises de presse. Est-ce qu'il y a une différence entre la fiscalité appliquée aux entreprises de presse et celle appliquée aux autres entreprises? Objectivement non, parce que nous considérons les entreprises de presse comme étant tout simplement donc des personnes physiques ou morales qui opèrent des activités de commerce. Et pour ça, effectivement, ils sont amenés, ils sont obligés de payer tous les impôts et taxes du fait de leur activité. Donc il n'y a pas une fiscalité particulière pour ça. Mais ce que je rappelle tout simplement, que ce sont des entreprises, effectivement, du fait de leur activité, par moment, se retrouvent dans beaucoup de difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. C'est ce qui avait amené justement donc l'État du Sénégal au 31 juillet 2010 donc de procéder à une amnistie fiscale. Ça veut dire quoi? Donc éponger la totalité de la créance de l'État sur ces entreprises-là. Donc la dette issue au 31 juillet 2010. Et c'est sur cette base que cette entreprise peut-être qui a justifié justement qu'on est là aujourd'hui, donc le groupe Walfadjri a bénéficié de plus de 43 millions d'admissions en non-valeur, c'est-à-dire d'impôts donc pardonnés par l'État du Sénégal. Il s'est trouvé que du 31 juillet 2010 à cette période aujourd'hui, cette dette s'est reconstituée, compte tenu éventuellement peut-être des difficultés dont je vous ai parlé, mais dans tous les cas qui ne peuvent pas soustraire ces entreprises-là de leur obligation de paiement. Est-ce que justement les entreprises de presse publiques comme privées sont soumises à cette fiscalité-là? Mais nécessairement, absolument, elles sont soumises à cette fiscalité, sinon elles en seraient exonérées. Et une structure qui est exonérée de droits et taxes, on ne saurait jamais... Pas de deux poids, deux mesures? Non, fondamentalement, non, il n'y en a pas, parce que je dis, aucune personne commerçante, physique ou morale, ne peut être en dehors du champ d'application de l'impôt. Ils sont soumis aux mêmes droits et taxes que tous les contribuables qui font ces activités commerciales-là. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau, il n'y a pas de politique deux poids, deux mesures. Mais je confirme effectivement que la presse, par contre, a eu à bénéficier même de beaucoup d'égards de la part de l'État, parce que régulièrement, donc, ces dettes font l'objet d'amnistie, c'est-à-dire que l'État arrive à renoncer sur sa créance que ces entreprises lui doivent. L'État est si généreux que c'est avec les entreprises de presse. Donc, vous savez, disons, le pays c'est un tout, et nous pensons quand même que les organes de presse sont une nécessité dans le cadre véritablement de l'équilibre de notre pays. Et par rapport à ça, par moment, il nous arrive bien évidemment de voir quand même comment les accompagner dans le cadre de ce paiement. Alors, c'est pourquoi nous, au-delà de cette amnistie, la dette s'étant reconstituée, je confirme aujourd'hui qu'elle fait plus de 7 milliards, et les poursuites qui ont été opérées ne l'ont pas été exclusivement donc à l'encontre du groupe Walfadjri. Mais c'est des poursuites qui ont été opérées à l'encontre de toutes les entreprises. De tout mauvais payeur. Exactement. Je ne dirais pas de tout mauvais payeur, mais en tout cas de toute personne, de toute entreprise, disons, de presse qui ne s'est pas acquittée de sa dette fiscale. Y compris justement la RTS qui est là. Vous êtes sur notre plateau. Oui, je le rappelle que la RTS est aussi concernée par la mesure. Allez, nous, on va s'acquitter de nos responsabilités. Est-ce que cette fiscalité est mensuelle, annuelle? Et d'ailleurs, comment se fait le calcul? Bon, vous savez, la fiscalité, elle est de plusieurs ordres. Mais nécessairement ici, ce qui est mis en cause, c'est ces deux éléments. C'est la fiscalité sur les salaires, c'est-à-dire que c'est même de l'impôt, de l'argent qui n'appartient pas à ces sociétés, parce que c'est de l'argent des employés de ces sociétés-là. Je donne votre exemple. À la fin de chaque mois, vous avez votre salaire. Et sur ce salaire-là, il est retenu un impôt donc, comme étant votre contribution, vous, employé de la RTS, justement, donc, pour le compte de l'État du Sénégal. Alors, c'est ce qu'on appelle l'impôt retenu à la source sur les salaires. Cet impôt-là, il est mensuel. À chaque fois que votre salaire est payé, cet impôt-là est dû et doit être reversé au plus tard le 15 du mois qui suit la perception de cet impôt-là. Un autre impôt qui généralement fait aussi des difficultés, c'est la TVA. À chaque fois qu'il est fait l'objet effectivement donc d'une prestation de service ou d'une publicité ou en tout cas de toute activité qui entre dans le champ d'application de la TVA, cet impôt est nécessairement dû. Et là aussi, il y a donc cette TVA qui est collectée parce qu'il est à la charge quand même du client de cette société-là pour laquelle tout simplement il est demandé à cette entreprise ou cette personne commerçante de faire la retenue
encore est de faire la déclaration et de verser tout en enlevant même la taxe qu'elle a supportée elle-même au moment de cette déclaration-là. En cas de non-paiement, quelles sont les sanctions encourues? Alors, en cas de non-paiement, on a toute une procédure. D'abord, c'est qu'il y a un rappel, tout simplement par une simple correspondance, où on vous invite quand même à venir faire des efforts de paiement. Le deuxième élément, c'est une mise en demeure qu'il faut suivre. Une mise en demeure, c'est encore un autre état de rappel pour vous dire que vous devez vous occuper de votre dette fiscale. Et en dehors de ça, maintenant, au-delà d'un certain délai, si la personne ne réagit pas, vous comprenez quand même qu'il y a des procédures de recouvrement forcé. Peut-on aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise en question? Absolument, absolument. Il y a d'abord donc ces procédures des exploits donc par voie d'huissier qui viendra vous porter quand même encore l'information pour vous demander de faire un effort de paiement dans les 3 jours ou de vous rapprocher de votre créancier, c'est-à-dire l'État, et de voir dans quelle mesure vous pouvez payer. Si vous êtes en mesure de tout payer, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas le faire, l'agent des impôts est dans les dispositions d'accorder un moratoire à toute personne qui manifeste sa volonté de payer. Maintenant, si tout ça n'est pas fait, bien évidemment, la procédure de recouvrement forcé poursuit toujours son action et qui peut aller, comme je le dis, effectivement jusqu'à la fermeture parce que les biens pourraient être saisis et mis en vente. Alors récemment, il y a un nouveau code général des impôts avec bien sûr une baisse de la fiscalité sur les salaires. Est-ce qu'au niveau des entreprises de presse, cela a suivi? Nécessairement, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce code est appliqué pour compter du 1er janvier de l'année 2013. Pour le cas que vous venez de citer, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce code, mais pour revenir à notre cas de retenue sur les salaires, effectivement, les impôts sur les salaires ont beaucoup baissé. Même au niveau des entreprises de presse? Mais absolument, non, vous savez, les entreprises de presse ne payent pas les impôts sur les salaires. Les impôts sur les salaires sont payés par vous et moi, nous employés d'une structure donnée. Nous, on est fonctionnaires, l'État retient nos impôts et qui reverse au trésor public. Vous êtes employé de la RTS retient vos impôts et reverse à l'État. Donc, ce n'est pas une mesure qui s'applique aux entreprises, mais qui s'applique aux personnes physiques que nous sommes. Tout simplement parce que l'on a travaillé à augmenter justement donc le pouvoir d'achat de ces Sénégalais. Et pour le faire, il y a 2 mesures qui peuvent être mises en place. La première, c'est tout simplement de procéder à une augmentation des salaires. Et la deuxième, ce qu'on a estimé être quand même la plus conforme à nos objectifs et surtout qui se traduira directement par une augmentation du pouvoir d'achat donc de la personne, et j'imagine que vous l'avez constaté vous-même à la fin du mois de janvier, c'est justement de réduire cet impôt pour augmenter quand même le pouvoir d'achat de ces ménages-là. Ne pensez-vous pas que baisser la fiscalité pour les entreprises de presse est beaucoup plus avantageuse pour les patrons de presse que l'aide à la presse en tant que telle? Bon, on est en train d'évaluer la mesure, je l'avoue. C'est encore en étude et c'est pourquoi je ne peux pas me prononcer sur les résultats, mais je reconnais effectivement que l'aide très souvent, elle n'est pas utilisée à bon escient, alors qu'effectivement cette fiscalité pourra frapper globalement quand même l'activité de l'entreprise. Et dans ce cas, je conviens avec vous effectivement qu'il y a une piste de réflexion à ce niveau-là. Abdoulaye Daouda Diallo, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le ministre du Budget. Nous parlons des élections présidentielles et municipales de la République islamique d'Iran ce vendredi. Au Sénégal, les ressortissants iraniens ont voté à leur ambassade. 6 candidats en lice pour la présidentielle. Le futur élu aura la lourde tâche de conduire un pays qui est confronté aujourd'hui à plusieurs sanctions internationales. Dame Silla. Comme ceux qui sont restés au pays, les Iraniens résidant au Sénégal ont accompli leur devoir civique ce matin. Ils ont voté à leur ambassade pour élire leur président et leurs conseillers municipaux. Sur la centaine inscrits, une dizaine fait déjà la queue à 10 heures pour voter. C'est mon devoir légitime et religieux que je dois participer dans cette élection. Et comme on est loin de ce pays, de l'Iran, et on avait vraiment la volonté pour participer à l'élection présidentielle. Cette élection présidentielle est la 11e après la révolution iranienne. 6 candidats sont en lice pour briguer le suffrage universel. Le président sortant Ahmadine Ahmadinejad ne pourra pas se présenter à cette élection après 2 mandats consécutifs. Et pour le prochain élu, les attentes sont nombreuses pour sortir le pays d'une crise économique provoquée par les sanctions internationales décrétées contre l'Iran pour son programme nucléaire. Le prochain président doit peut-être faire face à beaucoup de difficultés. Je pense
avec l'accompagnement du peuple, il peut le faire. Ce qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Si on avait ces sanctions dans un pays européen, je vous assure que le gouvernement européen de ce pays européen ne pouvait pas tenir tête. Mais c'est des sanctions inhumaines, très difficiles. Mais Dieu merci, jusqu'à maintenant, en tout cas on a avancé et on va continuer, Inch'Allah. Le second tour de l'élection présidentielle est prévu le 21 juin prochain. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix, les premiers résultats du premier tour seront connus dès ce samedi. Ils sont donc 6 candidats à se présenter à l'élection présidentielle iranienne. Ils ont accompli leur devoir civique ce matin. Tous gardent espoir. Le leader suprême, Ali Khamenei, a appelé les Iraniens à voter massivement pour donner la preuve que cette élection n'est pas un simulacre comme le laissent croire les États-Unis. Laïra Diop. Les 50 millions d'électeurs iraniens sont rendus en masse aux urnes ce matin pour choisir parmi les 6 candidats celui qui va remplacer Mahmoud Ahmadinejad. L'un des favoris, Saïd Jalili, le négociateur en chef dans le dossier nucléaire iranien, a voté au district de Saïr-Rei à Téhéran. Je crois que ce jour est mémorable, a-t-il dit. Cela montre que notre leadership, notre constitution basée sur la religion, le leadership de notre République islamique est le résultat du soutien de notre peuple. Un peu plus tôt, le leader suprême Ali Khamenei a appelé les électeurs à aller aux urnes pour donner la preuve que cette élection n'est pas un simulacre comme le laissent penser les États-Unis. Mohsen Rezaei, ancien commandant des gardiens de la Révolution, qui a voté à Téhéran, s'est dit certain que le pays fera une grande avancée avec le vote d'aujourd'hui. Parmi les 5 candidats conservateurs qui ont fait obéissance au leader Khamenei, seuls 3 sont susceptibles de remporter l'élection ou de passer au second tour. Saïd Jalili, partisan de la ligne dure au plan international, passe pour être le principal candidat des conservateurs. Les 2 autres, le maire de Téhéran Mahmoud Bakr Khalibaf et l'ancien ministre des Affaires étrangères Velayati, ont beaucoup critiqué les positions extrémistes de Saïd Jalili. Ils ont en face Hassan Rouhani, un candidat modéré partisan d'une politique étrangère plus souple. En l'absence de sondage d'opinion, il est difficile de dire qui va remporter l'élection. Palestine hier, aujourd'hui et demain, c'est toute une histoire, toute une vie, tout un processus. Pour encore et toujours alerter l'opinion sur l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza, hier, le comité de solidarité avec le peuple palestinien a tenu une table ronde sur la question. Malgré certaines avancées, ce n'est toujours pas le bout du tunnel au Proche-Orient. Luce Bitsa. Le 5 mai passé, le peuple palestinien commémorait le 65e anniversaire de la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, jour où le peuple palestinien se faisait déposséder de ses terres par l'État hébreu. Il y a une semaine encore, précisément le 5 juin, les Palestiniens se rappelaient l'année 1967, année à laquelle Israël a occupé Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Malgré de multiples appels à la paix, le conflit israélo-palestinien perdure, une attitude qui fâche le comité de solidarité avec le peuple palestinien. Les démarches sont effectuées, mais malgré ces démarches, effectuées sur la scène nationale, internationale, régionale, nous constatons que l'État israélien persiste dans sa politique d'agression et multiplie ses implantations sur la terre spoliée de la Palestine. Et 527 détenus ont été condamnés à vie et à ce jour, 111 prisonniers palestiniens ont passé plus de 20 ans en prison israélienne. Et pourtant, la Palestine est devenue membre de l'Observatoire de l'ONU et acceptée au niveau de l'UNESCO. Des progrès qui l'éloignent d'un État terroriste. Le groupe de solidarité avec le peuple palestinien n'abdique pas. Le combat pour la cause palestinienne continue. La venue de Barack Obama à Dakar suscite déjà un espoir. Nous allons interpeller le président Obama par rapport à ses engagements pour de politiques consistant à être à équidistance entre Israéliens et Palestiniens. Le comité lance un appel à tous les hommes épris de justice et de paix à venir massivement adhérer au groupe dont l'unique objectif est la solidarité avec le peuple palestinien. Ils ont désormais un syndicat, les travailleurs des domaines du Sénégal. C'est à Saint-Louis qu'ils viennent de tenir leur premier congrès ordinaire. Les membres du bureau sont élus. Ce syndicat est affilié à la CDSL. Pabouna Tchao. Tous les travailleurs des grands domaines du Sénégal ont répondu présents à l'appel. Ils sont venus assister à l'installation de leur nouveau bureau syndical affilié à la CDSL.
De manière générale, nous avons senti un désir unanime des travailleurs dans leur mobilisation, dans leur écrasante majorité, de changer leurs conditions de vie et d'existence. Nous allons les accompagner. La CDSL va, après ce congrès, tenir une journée d'études avec l'ensemble des travailleurs, visiter l'ensemble des secteurs et renouer le dialogue avec la direction pour discuter de l'ensemble de ces revendications. Devant leurs autorités, les travailleurs des GDS sont appelés à l'union sacrée pour la préservation de leurs outils de travail, non sans soulever quelques préoccupations à travers la lecture de leurs résolutions. Volet emploi, grille salariale, système d'évaluation et avancement, révision de la grille salariale, l'harmonisation de la journée à 2010 francs à tous les journaliers au GDS, de confectionner des CDI davantage aux différents corps de métier qui n'en ont pas encore bénéficié. La résolution a été entendue, il n'y a rien de nouveau qui nous soit porté à notre attention. Tous les points ont été déjà soit en cours de discussion, soit portés déjà à notre attention. Alors ce que je voudrais simplement souligner, c'est que le personnel, c'est la richesse la plus importante d'une société. Donc il était normal que nous soyons là. Les problèmes seront discutés comme on le fait depuis des années avec la direction générale pour leur trouver des solutions. Solutions qui peuvent être immédiates, qui peuvent être à court terme ou à long terme. Le nouveau bureau s'est engagé à porter les revendications des travailleurs et à servir de relais avec les autorités, et cela en parfaite cohésion avec les idéaux de la Confédération démocratique des syndicats libres. Nous terminons avec la lutte sénégalaise. Hier, Eumeu Sène faisait face à Modou Lô. Les deux lutteurs se sont livrés à une joute verbale. Ce 30 juin, le combat pourrait tenir toutes ses promesses. Ibrahima Ndong. Le sujet n'est pas disponible, alors nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. En attendant, toute l'équipe qui a préparé, coordonné et réalisé cette édition vous remercie de votre aimable attention. À demain.